Cultination, bonjour. Quel est le continent le plus pauvre de la planète? L'Afrique? Réponse quasi instinctive. Maintenant, quel est le continent le plus riche du globe? L'Amérique? L'Asie? Réponse moins affirmée. Et si l'on vous disait que le continent le plus pauvre est surtout le plus riche de la planète? Surpris? Laissez-nous vous expliquer ce paradoxe dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner. La richesse du continent. L'histoire de l'Afrique est étroitement liée à celle de l'humanité. En effet, les scientifiques situent les premiers hominidés connus en Afrique de l'Est. Son histoire se poursuit, non sans embûches, car l'Afrique est un continent courtisé, convoité, désiré. Et pour cause, ses richesses naturelles. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ce continent qui est actuellement composé de 55 États et plus de 1,4 milliard d'habitants abrite 54% des réserves mondiales de platine, 78% de diamants, 40% de chrome et 28% de manganèse. Le continent est riche d'autres minéraux tels que le cobalt et le cuivre que l'on retrouve dans nos smartphones, le fer, l'uranium et le charbon, mais aussi du gaz et du pétrole. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, a récemment révélé que 19 des 46 pays d'Afrique subsaharienne possèdent d'importantes réserves d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de charbon ou de minéraux, et 13 pays explorent actuellement de nouvelles réserves. On le sait tous, la quasi-totalité des produits du commerce ont d'abord été des matériaux extraits de terre, que cela soit nos smartphones, ordinateurs, télévisions, consoles, etc. Ces objets qui font notre quotidien sont issus des exploitations minières, et notamment d'Afrique. Ainsi, les ressources minérales représentent une énorme source de revenus et de richesses, et pourtant, la Banque mondiale et les agrégats estiment que l'Afrique est le continent le plus pauvre du monde. C'est bien plus que paradoxal. Une richesse paradoxale. Des pays riches en ressources naturelles comme la République démocratique du Congo, la Zambie, le Mozambique, la Mauritanie ou la Guinée vivent un paradoxe troublant de pauvreté dans l'abondance. En effet, l'abondance de ressources ne se traduit pas toujours par une croissance économique et un développement durable. Prenons le cas de la Guinée qui est dotée de certaines des réserves de minéraux les plus convoitées de la planète, selon le Financial Times, dont 40 milliards de tonnes de bauxite. Oui, la bauxite. Cette roche permettant de la production d'aluminium, mais pas que ça, c'est la plus grande réserve du monde. Elle dispose aussi de plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, des diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Malgré cette abondance naturelle, 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Et le pays se classe 178e sur 187 pays selon l'indice de développement humain 2013 du PNUD qui mesure le niveau de vie des pays. En plus de ses ressources minières, l'Afrique a un fort potentiel dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ici, nous prendrons le cas de la Côte d'Ivoire afin d'illustrer nos propos. Avec près de 2 millions de tonnes de fèves de cacao sorties de terre par an, la Côte d'Ivoire assure plus de 40% de l'approvisionnement mondial de cacao, ce qui en fait le premier producteur au monde. Mais ce n'est pas uniquement une question de chocolat. L'Afrique produit aussi du maïs, des dattes, du café, du sel, du coton, des fruits, des cacahuètes et d'autres denrées alimentaires qui, là aussi, attirent les autres continents et pays, à l'image de la Chine qui part depuis quelques années déjà à la conquête des terres africaines qui sont considérées comme des terrains d'avenir pour le domaine agroalimentaire. Objet de convoitise. Mais alors pourquoi le prix le plus pauvre du monde est-il encore décerné à l'Afrique ? On pourrait se contenter de pointer du doigt les restrictions à l'exportation et les difficultés des secteurs miniers d'employer directement dans le pays ou la région concernée. Seulement, cette réponse ne serait que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le disions précédemment, l'Afrique est un continent naturellement riche, de ce fait, il est logique que les continents voisins s'y intéressent et le convoitent. Et cela depuis des siècles. Si de manière générale, on se concentre sur le commerce triangulaire et les conquêtes européennes du 19e siècle, on peut remonter cette convoitise jusqu'à l'époque romaine ou médiévale selon la définition que l'on donne du terme colonisation. En effet, les Grecs de l'Antiquité, les Romains, les Arabes et les Malais ont tous établi des colonies sur le continent africain, dont certaines ont duré des siècles. S'en est suivi l'arrivée des Européens. L'horreur du commerce d'humains, des traites négrières et l'apogée de cette domination par la possession des terres, la colonisation. Nous devons trouver de nouvelles terres à partir desquelles nous pouvons facilement obtenir des matières premières et en même temps exploiter la main-d'œuvre bon marché offerte par les indigènes des colonies. Les colonies fourniraient également un dépotoir pour les marchandises excédentaires produites dans nos usines, disait Cecil Rhodes.
apôtre de l'expansionnisme colonial. Les aléas d'une pseudo-indépendance. Avec des motivations aussi profondes et cette volonté d'étendre son autorité, comment, même après la décolonisation, le système d'expansionniste n'aurait-il eu pas de conséquences ? Les études post-coloniales, développées depuis quelques années, ont montré que la colonisation a laissé des séquelles, telles que l'Afrique peine encore à s'en remettre. La majorité du processus de décolonisation a eu lieu dans un climat d'après-Seconde Guerre mondiale fragile. Les pays ont obtenu leur indépendance par divers moyens. Pression, résistance non violente, diplomatie, négociation ou parfois conflits armés et violents. La lutte vers l'indépendance de chaque pays était différente. Mais chacun de ces pays a été impacté par ce processus. L'exemple de la langue, bien que de prime abord très simplé, est pourtant très symbolique. Presque tous les pays africains anciennement colonisés continuent d'utiliser la langue imposée par la puissance coloniale, leur identité étant bouleversée après des années d'occupation. De fait, cet exemple montre que les premières conséquences de la colonisation et, par prolongement, de la décolonisation sont culturelles et identitaires. La décolonisation de l'Afrique a eu aussi des conséquences considérables sur son système socio-économique, provoquant ainsi l'affaiblissement de sa croissance. Le manque d'infrastructures, la main-d'œuvre non organisée et les hordes d'autres problèmes annexes ont appauvri les États africains au-delà de l'imagination, et bien qu'ils soient riches en ressources naturelles. En effet, les États africains pouvaient difficilement transformer eux-mêmes leurs marchandises, ce qui les a inévitablement rendus dépendants des autres économies et même celles des anciens colonisateurs. Ces manquements ont empêché l'Afrique de relancer son économie après la décolonisation. Sur du long terme, les colonisations et l'exploitation des ressources naturelles auront fait perdre des milliards de dollars à l'Afrique. Se rajoutent à cela des désordres politiques et des révoltes civiles qui ont aussi, souvent, entaché l'équilibre déjà fragile de l'Afrique. Des dirigeants reprochables. Les frontières créées par les colonisateurs viennent semer le trouble. Des clans politiques ou ethniques se forment et des guerres civiles débutent, certaines ayant conduit à des génocides. Les places importantes laissées par les dirigeants colonisateurs vont fédérer et nourrir les ambitions politiques de certains individus intéressés. C'est ainsi que de nombreux pays d'Afrique sombrèrent sous la férule de redoutables dirigeants, à l'instar de l'empereur Jean Bédel Bokassa, dont le titre complet n'est pas moins que l'empereur de Centrafrique par la volonté du peuple centrafricain uni au sein du parti politique national, et qui deviendra par la suite président à vie. Ce dernier était autant connu pour son immense richesse et sa chaise à pas moins de 140 millions de dollars. Eh oui, vous avez bien entendu, la somme exorbitante pour un repose-fessier que pour sa corruption. Ce qui nous conduit à notre deuxième point pouvant expliquer la pauvreté de l'Afrique, et ce, malgré ses richesses. En effet, si le colonialisme a impacté au développement de l'Afrique, on ne peut le tenir pour seul et unique responsable de la situation africaine. Car des sociologues ont montré que d'anciennes colonies de l'Europe ne se sont pas effondrées de cette manière après la décolonisation. Nous ne pouvons donc pas faire de ce résultat une conséquence intrinsèque de la colonisation. La situation africaine résulte aussi de mauvaises politiques, dont la plupart ont été choisies librement par des dirigeants africains après l'indépendance. Ils ont pris le contrôle de pays où la répression de la division politique était déjà fermement établie. Ainsi, au lieu d'abroger les lois sur la censure et la détention arbitraire, par exemple, les dirigeants